présenter dans le public quand vous avez participé à la campagne pour la sororité dans la bande dessinée. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette rencontre autour des femmes de et au pouvoir. Alors les femmes de et au pouvoir, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire pas grand-chose. Et donc on va essayer de faire un petit état des lieux aujourd'hui sur nous, femmes dans la bande dessinée. Donc on va commencer par se présenter chacune. Donc bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. Alors, je m'appelle Christelle Kalinga. Je suis organisatrice du salon de la BD et du jeu vidéo en République démocratique du Congo. Et à côté de ça, j'ai ma propre structure d'accompagnement en marketing et communication pour les entreprises. Et je suis aussi mentor pour les entrepreneurs dans les industries créatives et culturelles. Et ton salon, il y a déjà eu plusieurs éditions? Oui, il y a déjà eu 3 éditions. On a fait une petite pause en post-Covid et on revient normalement l'année prochaine. Super. Sabrina? Bonjour, du coup moi c'est Sabrina Martinez, je suis scénariste, je fais partie du collectif La Bûche, c'est un collectif suisse d'autrices de bande dessinée. Et à côté en fait d'être scénariste, je travaille comme commissaire d'exposition pour différents musées en Suisse. Voilà. Marimo, bonjour. Bonjour, moi je suis autrice du coup de Suisse, Marimo. J'ai publié une BD en 2017 et depuis je suis coincée dans le milieu de la BD. Et puis je fais aussi partie des coordinatrices de la Bûche Fanzine, donc le collectif dont parlait Sabrina en Suisse, qui réunit toutes les Suissesses de la bande dessinée romande. Alors, je vais vite me présenter. Donc, Isabelle de Becker, directrice générale du Centre belge à la bande dessinée, donc ce qui est mieux connu sous le terme Musée de la bande dessinée à Bruxelles, et directrice depuis 4 ans aujourd'hui. Donc, voilà. Vous avez rapidement évoqué la bûche, mais vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce que c'est? Ok. Alors, en 2015, en fait, il y a plusieurs autrices suisses qui se sont rendues compte qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de femmes dans le paysage de la bande dessinée. Et puis, elles se sont dit, on va commencer un fanzine et essayer de se réunir toutes. Et du coup, c'est parti de cette idée-là, de visibiliser le plus possible la femme dans un fanzine qu'on publie chaque année. Donc, chaque année, en fait, il y a
dans ce petit fanzine aussi 17 autrices qui sont invitées. Ça peut être des confirmées comme des débutantes. On essaie de vraiment mixer pour qu'on ait une bonne qualité. Et puis, en gros, c'est maintenant, au début, elles étaient 17, mais maintenant, on est à peu près 120. Wow. Donc, ça fait un gros nombre. Donc, forcément, on est beaucoup demandé. Et du coup, maintenant, on a un peu un rayonnement un peu international. Parce que du coup, le fait qu'on soit beaucoup, on s'est montré, on est plus forte, on a un réseau. Oui, c'est un gros réseau d'entraide aussi. Et donc le constat qu'il y a 10 ans, l'autrice suisse était invisibilisée, aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Ouais, je peux dire qu'en fait, grâce à la bûche, on a réussi à avoir vraiment une espèce de cartographie en fait des autrices suisses romandes, parce qu'elles étaient déjà là en fait. Sauf que ça a permis de les mettre en avant, et puis, comme disait Marie-Maud, de s'organiser aussi en réseau, mais vraiment aussi d'avoir un peu ce panel, ce qui fait que la bûche, le collectif est pas mal sollicité pour des expositions, pas seulement en fait des festivals, mais aussi des musées. Là dernièrement, il y a eu, le collectif a participé à une résidence au Musée national suisse, et le musée a acquis en fait l'œuvre collective de la bûche. Donc c'était une résidence de 12 autrices. Donc là, on a maintenant, après 10 ans, une belle visibilité, mais comme je disais avant, ces autrices-là, elles existaient en fait, donc déjà avant. Elles étaient déjà là. On n'a pas encore 10 ans. En 2025. Et vous ne faites pas peur? Alors, il y a des réactions de peur. Non, je crois pas. Maintenant, les gens ont accepté qu'on soit là, qu'on soit présente sur les festivals. Et puis, il y a même des garçons qui veulent intégrer notre collectif, mais c'est pas possible, c'est réservé aux femmes. Voilà, point barre. Et avec aucune autre justification que non, c'est réservé aux femmes? Le but, c'est vraiment qu'on puisse donner une visibilité à des minorités. Donc forcément, en fait, beaucoup de minorités, enfin, on a eu des transgenres et des choses qui viennent vers nous comme ça. On a toujours dit oui, mais ça a débattu sur des grosses questions, quoi. Même dans des milieux féministes, ça peut être difficile. Et puis, sinon, oui, on a beaucoup de demandes. En fait, beaucoup de jeunes viennent vers nous pour faire partie de la bûche. Après, on a un peu des conditions que une autrice, elle doit essayer c'est vraiment pour mettre en avant celles qui veulent en vivre. Donc, il faut avoir fini ses études. On a des demandes de stage tout le temps. On n'est pas vraiment une institution, donc on peut pas accepter, mais il y a de la demande, en tout cas pour rejoindre le collectif. Oui, moi je trouve ça super, hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me demande des auteurs suisses, les premiers noms qui vont me venir en tête, c'est évidemment Zep, La Bûche. Voilà, c'est les premiers noms qui vont me dire. Alors je peux pas citer des noms dans La Bûche personnellement, mais donc vraiment, je trouve ça super d'avoir eu cette démarche de se dire, voilà, on est face à une problématique qui est qu'on n'a pas une existence public, et maintenant on met les choses en place pour l'avoir, et bravo. Merci. C'est trop touchant. Mais je pense que c'est aussi important en fait, comme collectif, parce que ça permet aussi, comme disait Marie-Maud, de pouvoir en fait aussi se donner des trucs et astuces quand on veut publier pour la première fois, comment ça marche, comment ça marche avec les éditeurs. C'est vrai que on a une belle visibilité, mais quand même la plupart travaillent aussi à côté, donc vivent pas de ce métier-là. Et j'ai l'impression, tu me diras Marie-Maud, que c'est quand même les hommes qui arrivent quand même plus à vivre de ce métier-là que les femmes pour l'instant. Donc ça reste quand même aussi
ouais, ça reste quand même un collectif qui est quand même assez essentiel et mais aussi pour se donner aussi du courage parce qu'on se rend compte aussi que des fois en tant que femme, on se dévalorise, on va dire: «Ah non mais je suis pas assez capable» ou on n'ose pas se montrer et du coup, il y a aussi ce côté-là dans la bûche de pouvoir en fait, d'être dans un groupe bienveillant et de pouvoir aussi, se donner confiance, montrer peut-être ses premiers dessins ou bien et puis du coup de dire: «Ah non mais vas-y en fait». Et pareil pour quand on fait des expositions, voilà, c'est assez marrant, mais par exemple, l'exposition qui a été faite au Musée national suisse, on s'est donné le titre de coordinatrice, mais non, en fait, la personne qui a géré ça, Fanny Vaucher, elle était curatrice en fait de. Donc en fait, il faut aussi. Des fois, on est trop modeste, et en fait, il faut qu'on travaille aussi un petit peu ça. Donc, Je continue à me présenter en disant bonjour, je travaille au musée de la bande dessinée. Non, je suis directrice générale du musée de la bande dessinée, mais ça reste. Christelle, je te vois acquiescer pas mal à tout ce qui est dit ici. Donc toi, tu es une femme dans le milieu de la bande dessinée et du gaming, c'est ça, du jeu vidéo. Ouais. Tu fais peur? Alors, je ne sais pas, mais je dirais qu'au début, c'était plutôt moi qui avais peur parce que pour mon événement, par exemple, il y a des gens qui savent qu'il y a parce que j'ai un surnom qui s'appelle Nidaime. Et pendant longtemps, les gens pensaient que Nidaime, bah, c'était un homme. Bon, après, c'est un pseudonyme aussi qui est utilisé dans Naruto pour un homme, mais bon, je l'ai choisi parce que ça veut simplement dire deuxième, et je suis deuxième dans ma famille. Et je me suis franchement longtemps retrouvée dans des circonstances où bah, les gens ne savaient pas que c'était moi derrière le festival. Et on pouvait avoir des gens qui venaient pour demander des informations, qui demandaient à mes collaborateurs, alors que j'étais juste à côté, mais c'était des hommes. Et bah, du coup, après, les gens me disaient non, mais il faut lui poser la question à elle. Mais c'était vraiment OK, mais non, du coup, vous avez la réponse ou quoi? Mais je dirais que ça prend quand même du temps pour arriver à s'affirmer, à s'imposer dans ce secteur. Je trouve que la bande dessinée, c'est encore beaucoup plus bienveillant que le jeu vidéo, qui est très compétitif, etc. Maintenant, de moi-même comme ça, je dirais peut-être pas. Bon, j'ai quand même passé le cap d'avoir peur, donc là, je m'affirme, mais je dirais que, allez, peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent intimidante, mais c'est pas grave au final. C'est pas bien grave et je pense que le plus important, c'est de réussir à s'affirmer et de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Et pour moi, c'est le plus important. Merci. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai commencé ma carrière. Je ne vais pas vous retracer tout, mais à un moment, j'ai travaillé dans une société de restauration et je prenais régulièrement le téléphone, mais j'étais le boss. Mhm. Et bah, vu que j'étais une femme, au téléphone, j'étais la secrétaire, quoi. Et je dois dire qu'il y a des clients qui parfois étaient mal reçus parce qu'à un moment, c'est fatigant de passer son temps à réexpliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Et Mais je rebondis là-dessus parce que moi, au début que je faisais de la BD, on me demandait tout le temps si j'étais coloriste. Voilà, gros classique. Alors que moi, je fais que du noir-blanc. mais après, beaucoup de respect pour ces femmes qui sont coloristes. Mais c'est vrai que c'est là qu'on retrouve le plus de femmes dans la bande dessinée, les attachés de presse beaucoup aussi. Mais maintenant, on commence à avoir des éditrices aussi et des éditrices de grande qualité, heureusement. Mais on sent que le chemin est long. Et je me demandais, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ou qu'il y a encore un plafond de verre par rapport. Alors, peut-être que nous, l'avons dépassé à un moment. Mais pour les plus jeunes, si vous êtes en contact avec des plus jeunes aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup entendu que des femmes n'osaient pas faire certains métiers, s'imposer dans certains milieux parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles n'avaient pas de modèle. Merci beaucoup. Wow. Euh, et maintenant, il y a de plus en plus de femmes dans la BD, donc est-ce qu'on est suffisante? Enfin, est-ce que vous êtes suffisante dans la BD pour donner envie aux jeunes de vous considérer comme modèle, ou bien il y a encore un long chemin, pensez-vous?
Alors, Je ne m'adresse à dire personne en que particulier. dire? Non, mais en tant qu'autrice, enfin, forcément, au début, en tant que femme, on a un peu peur de ce milieu, de se présenter à un éditeur. Déjà, on nous dit, quand on dit qu'on est une fille et qu'on fait de la BD, ah, tu fais de l'autofiction. On est toujours un peu catalogué. C'est comme le truc de la coloriste. On est, ça, c'est encore d'actualité, même si la scène, en tout cas en Suisse, la scène de BD suisse au niveau des autrices, c'est très varié, c'est très riche et il y a de tout. Mais ouais, ça reste quand Ça même reste encore un cheminement, fragile, ouais. en fait. On peut revenir facilement sur le passé, quoi. Mais donc ça, c'est sans doute pas quelque chose qui est lié au secteur de la bande dessinée. C'est peut-être quelque chose qui est plus global dans nos sociétés. Je ne sais pas si on va oser dévier sur le monde en général et nos sociétés en général. Oui, moi, je pense qu'on pourrait y aller. Au salon, on est venu avec 2 autrices de BD. Qui sont là, qui on sont les là, salue qui sont d'ailleurs. là. Coucou les filles. Je pense parce que ok, en 2019, on avait organisé un concours de BD sur développer soit des super-héros, soit des super-vilains. Et les gagnants de ce concours devaient signer avec Comic République. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu les premiers producteurs de bandes dessinées avec des super-héros africains. Ils sont au Nigeria et à Londres, mais c'est essentiellement en anglais. Et on avait un gagnant et une gagnante. Sauf qu'on a eu plusieurs problèmes en fait avec la gagnante. Déjà, il y a des problèmes culturels. Je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, pour les femmes avec qui je suis venue ici. Mais déjà, il y a la barrière culturelle qui dit que, voilà, bon, déjà, les métiers créatifs, de manière générale, en tout cas au Congo, on ne retrouve pas forcément beaucoup de femmes. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de repères ou beaucoup de modèles. Il y a, je sais pas, il y en a une qui est mariée là. Je sais pas si elle pourrait peut-être partager son expérience à un moment quand on va échanger avec le public. Mais je pense qu'il y a énormément de barrières aussi culturelles qui font que, en tout cas dans mon pays, qui font que peut-être les femmes n'osent pas et celles qui osent sont parfois découragées. Et puis c'est un vrai parcours du combattant pour arriver à s'imposer en tant que femme autrice de BD, en tout cas. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Je ne suis pas moi-même autrice. C'est des personnes que j'accompagne et que j'essaie de mettre en valeur. Donc, je ne peux pas me permettre de parler à leur place. Mais je pense que effectivement, il y a un mouvement qui fait que on commence à avoir de plus en plus de modèles, de repères et des initiatives, par exemple, comme la bûche, sont vraiment fortement encourageantes. Et ça peut permettre en fait aux nouvelles générations en fait d'avoir plus de modèles et des repères en fait et se dire ok, moi aussi je peux le faire. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de donner de la valeur à ce qu'on fait, parce que je remarque aussi souvent même au sein de la bûche, hein, des fois, je dis ah mais on peut faire ça gratuitement, sans se payer. La plupart du travail est quand même beaucoup bénévole, alors que quand on regarde nos collègues, nos homologues masculins, peu acceptent en fait d'effectuer un travail sans être payé. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose à changer dans notre manière de valoriser notre travail et de donner vraiment de la valeur à notre travail, parce qu'on est tout à fait légitime de faire ce qu'on fait et que voilà, enfin, il faut vraiment qu'on change ça aussi à l'intérieur de nous, quoi. Je me suis un petit peu intéressée au sujet, évidemment, de la place dans la femme dans la société. Et je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai entendu, mais il y avait une réflexion qui était: la société a été faite par les hommes pour les hommes. Et en fait, les femmes doivent y créer leur place. Et alors, j'ai envie d'aller plus loin, c'est que parfois, on n'est juste pas intéressé par l'offre. Donc, par exemple, je sais que les partis politiques se plaignent souvent, enfin, dans mon cas, c'est en Belgique, qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont prêtes à s'investir en politique et que c'est quand même dommage. Mais en fait, personnellement, ça ne m'intéresse pas de m'investir en politique. Et donc, je trouve ça
très bien qu'il y en ait qui le fassent, mais je peux comprendre qu'à un moment, c'est plusieurs soirées par semaine, à des réunions communales et ce genre de trucs. Et donc, je pense que ce qu'on nous demande est vraiment difficile. En fait, on nous demande de prendre des places qu'on n'a pas envie de prendre, ou bien de changer la société à notre image, et je trouve ça un petit peu compliqué. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je t'expliquais hier que il m'arrive régulièrement d'être dans des réunions avec plein de charmants monsieur, où je suis la seule représentante féminine. Et il y a quelques années, j'étais dans une réunion avec tous des hommes d'une génération de plus que moi, et je les regardais avec beaucoup d'attendrissement parce que c'est des personnes que j'aime énormément, mais en me disant, ok, moi là, il est 4 heures, je dois courir chercher ma gamine, faire les courses, faire le repas, faire le ménage, faire tout ce qui doit encore être fait. Et je regardais les hommes autour de la table, et c'était tous des hommes mariés, dont la femme s'occupait, enfin les enfants étaient grands, mais qui n'avaient sans doute jamais dû courir, aller chercher leur gamin à l'école, aller... Voilà, alors c'est mon statut personnel qui fait que c'était le cas, mais je me suis dit, on n'est quand même pas à égalité, quoi qu'on en dise. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'au-delà du fait que peut-être qu'on ne se valorise pas assez nous-mêmes, etc., mais je pense que la société n'est pas faite non plus pour qu'on ait un cheminement facile. C'est clair que la responsabilité, par exemple, de la famille est toujours en fait sur le dos des femmes. Si on prend le contexte suisse, c'est vrai que pour une femme qui a un enfant, elle a peut-être 4 mois de congé maternité, et le père, hein, jusqu'à très récemment, il y a peut-être encore 1 année, 2 ans, avait 1 jour de congé. Maintenant, ça a changé. On a fait des votations et maintenant, ils ont droit à 20 jours. C'est mieux que rien. Mais si on prend les exemples des pays du Nord, de la Finlande, de la Suède, ou même encore de l'Allemagne, c'est un congé parental qui est pour les deux, en fait, de voir 1 année, 2 ans. Donc, en fait, l'investissement aussi des hommes dans la relation avec les enfants, elle est aussi très différente. Et ils s'impliquent aussi plus. Et du coup, c'est vrai que l'inégalité, elle commence déjà là, en fait. Elle commence, en fait, aussi quand les femmes commencent à avoir des enfants. Enfin, en tout cas, pour la Suisse, c'est assez flagrant parce que dans le milieu du travail, dès qu'une femme a un enfant, elle va baisser son taux de pourcentage. Elle va plus travailler à 100%, donc 5 jours par semaine, mais elle va peut-être travailler 3 jours par semaine. Ce qui veut dire un salaire plus petit, ce qui veut dire aussi une retraite plus petite. Donc une précarité aussi des femmes. Et en fait, quand on travaille pas à 100%, mais à un plus petit pourcentage, on n'accède plus à des postes de responsabilité. Parce qu'en fait, un poste de responsabilité, c'est un poste à 100%. C'est vraiment travailler 5 jours par semaine. Donc là, du coup, c'est clair que l'inégalité, elle se fait de manière très flagrante à ce moment-là, en fait. Mais si la femme passe d'un temps plein à un 4/5e, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est bien parce que la société n'est pas organisée pour qu'elle puisse. Après, ils pourraient s'organiser en couple, mais tous les deux devraient diminuer leur temps de travail. Donc, je veux dire, il y a des couples qui sont hyper équilibrés. À un moment, il y a des choix qui sont faits. Bon, il y a aussi la nature de la femme qui a porté l'enfant, qui veut rester avec, et c'est prouvé sociologiquement parlant, donc je ne suis pas en train de sortir des choses comme ça, mais voilà, la société n'est quand même pas faite pour qu'on puisse travailler à temps plein en ayant charge d'enfants. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas de structure, en fait. En Suisse, en tout cas, les crèches, les garderies, c'est hyper compliqué. Il n'y a plus de place, il n'y a pas assez de garderies. Donc, c'est vrai qu'il y a une structure qui fait que on permet pas aux femmes de pouvoir en fait combiner les deux, en fait. Même si elles en ont envie, c'est compliqué, en fait, parce qu'il y a une structure sociétale qui permet pas ça. Et c'est toujours des dilemmes intérieurs qu'on a, de se dire si je fais un enfant, je vais pas pouvoir faire ça, et en même temps ça me tient à cœur. Enfin, en tout cas pour moi c'est un dilemme très fort à l'intérieur, et c'est pour ça que voilà, c'est compliqué, quoi. Oui, et quand on est artiste, c'est encore plus compliqué parce qu'on est déjà précaire dans le salaire.
Enfin, moi, si je suis indépendante et que en fait, ma casquette d'indépendante fait que je suis graphiste, scénographe, autrice et illustratrice et en plus la coordination de la bûche bénévole. Ça fait que mon temps, il est déjà vraiment très, très rempli. Mon agenda est très, très rempli et du coup, placer une vie de famille là-dedans, c'est compliqué, ça demande à manager et enfin, faut avoir très envie. Oui, puis il faut avoir un compagnon qui se bouge les fesses, quoi. Il y a tout ça et puis il y a aussi la critique. Mais je vais parler de mon cas personnel, comme ça c'est beaucoup plus facile. Mais je veux dire, voilà, je travaille un peu plus qu'un temps plein toutes les semaines. Je fais des déplacements. J'ai un enfant et bah voilà, il y a vraiment Alors oui, oui, tout à fait. Je ne sais, en tout cas, je ne sais pas pour vos cultures, hein, mais en dehors du fait que moi, je suis critiquée parce que je suis une femme, mais je suis critiquée parce que j'ai 26 ans. Je suis critiquée parce que je suis 26 ans et que je suis pas encore fiancée. bah tu déconnes là. Bah oui, je fais beaucoup trop d'erreurs apparemment. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir sincèrement ce qu'on veut et de travailler pour y arriver. C'est tout. Je pense que hier, quand on parlait, je t'ai demandé, est-ce que toi, tu as un objectif spécifique placé dans le temps que tu aimerais atteindre? On me demande souvent si moi, je suis une carriériste. Je me dis, je sais pas. J'aime ce que je fais. J'aimerais être en mesure de faire ce que je fais jusqu'à un certain âge. Et et puis passer du temps avec mes enfants, ma famille, parce qu'après, pour moi, le boulot, c'est pas tout. Et je pense que c'est aussi très important de faire quelque chose qu'on aime, parce que du coup, on n'a pas forcément l'impression que c'est forcé. On n'a pas vraiment l'impression de travailler, entre guillemets, quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose pour laquelle on est passionné. Mais du coup, oui, pour répondre à ta question, oui, tout le temps critiqué, mais c'est le tout, c'est vraiment se battre contre ce fameux syndrome de l'imposteur et de se dire oui, je suis capable de le faire. C'est vraiment un travail constant et c'est aussi important de s'entourer des personnes qui te rappellent que, bon, en fait, oui, tu es capable de le faire, n'abandonne pas, prends courage, etc. Mais c'est vraiment un niveau d'auto détermination que tu dois te donner tous les jours pour atteindre ton objectif. Et après, tout le monde est critiqué. Hein. On va pas que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Oui, non, je veux On dire. parle de nos choix. Oui, oui, On oui, non, parle de tout à nos fait, tout choix. à fait. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est critiqué. Et le plus important, c'est de foncer. Vraiment, on a une course, on va jusqu'au bout et on essaye au mieux d'apprendre des critiques parce que toutes les critiques ne sont pas forcément, comment dire, non, ne viennent pas forcément de mauvaises intentions. Donc, l'idée, c'est aussi de faire une introspection et de se dire, OK, d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Et puis voilà, quoi, c'est on fonce et puis c'est bon. Et vous, en tant qu'artiste, le syndrome des hommes qui savent mieux que vous et qui vous expliquent comment vous devriez travailler, est-ce que ça existe vraiment? Oui, oui, ça existe, ouais. Mais Je sais bien pas sûr. non, puis il y a aussi ce côté aussi, des fois, où on essaie de nous intimider, enfin, et puis des fois ça marche, c'est ça le problème. C'est que, mais surtout quand on n'est pas encore complètement confirmé, bah, c'est vrai qu'on a moins en fait, bah forcément on doute et puis je pense qu'on soit homme ou femme, c'est normal de douter, mais c'est vrai que du coup on est peut-être plus sensible en fait à certaines remarques quand on n'est pas complètement établi et confirmé et que du coup quand on a quelqu'un qui a fait 50 publications et qui vous dit mais
t'as déjà lu un scénario? Je suis là, ben oui, j'ai déjà écrit des scénarios et en plus je fais de l'audiovisuel, donc oui. Enfin, du coup, c'est des petites remarques comme ça où je sais pas si la personne se rend compte, mais ouais, enfin, du coup, ouais. Du coup, ça nous, en tout cas, moi, des fois, ça m'impacte et puis du coup, je suis en colère avec moi-même. Mais des initiatives comme la Bûche, du coup, où c'est un réseau de femmes, est-ce que l'idéal, ce serait, enfin voilà, je suppose que vous vous entraidez chacune d'entre vous à justement ne pas abandonner parce que c'est facile en fait de se sentir comme ça. Ouais, en fait, le fait qu'on soit tout ensemble, on voit les mêmes problématiques. Et on est touché par les mêmes choses. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment, il est vraiment, vraiment très grand chez les femmes, évidemment. Et le fait qu'on soit toutes réunies ensemble, ben, ça fait que, ah, ok, en fait, c'est aussi un problème pour toi. Ah, puis pour toi aussi, puis pour toi. Ben, même là, autour de notre table, on voit que c'est ce qui ressort le plus. Et du coup, en fait, si on y va tout ensemble, ben, on arrive à se dire, ok, bon, en fait, c'est pas nous qui déconnons, c'est eux. Après, on n'est pas en train de faire un procès à la société ni rien du tout. Et je pense que le fait de se mettre ensemble, que ce soit entre femmes ou entre artistes ou entre gens de même compétences, enfin pas de même compétences, mais de même responsabilité, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on passe notre vie en fait à inventer nos métiers, réinventer nos métiers. Et moi, je crois de plus en plus à ce principe de se mettre en réseau. Je fais partie de plusieurs associations où je fréquente. Donc, je trouvais ça super où tu disais il y a quelques minutes que c'est l'occasion de se montrer les planches avec bienveillance. On peut le faire avec des hommes aussi et ça se fait en atelier collectif. Enfin, toi, tu es en atelier collectif, il est pas juste féminin. C'est ce que j'allais dire. Moi, mon atelier, je bosse dans une grande maison qu'on a montée en fait tous ensemble, mais hommes et femmes. Et puis on est tous du même milieu. Enfin, pas tout à fait. Il y a de la vidéo, de la BD, du graphisme. Enfin, c'est plein de petits milieux connectés dans le culturel. Et en fait, le fait qu'on soit aussi tous ensemble, ça nous rend plus forts et c'est vraiment plus agréable de travailler comme ça que de se tirer dans les pattes en fait entre mêmes personnes de la profession pour Bien dire sûr. se voler les projets et autres. On va mettre un peu plus de légèreté et je vais vous poser une question qu'on vous a sans doute déjà posée 3 milliards de fois, mais la bûche, c'est pas très féminin comme terme. Ça vient d'où? Tu la racontes ou je la raconte? En gros, dans la première édition, celles qui ont eu l'idée de la bûche, elles avaient donné quartier libre dans le premier fanzine et tout le monde donnait des bûcherons, des forêts, des haches. Et du coup, c'est devenu la bûche. On bûche ensemble, donc on travaille ensemble. La bûche, le bûcher, qui est aussi une image très forte. Voilà. Ouais. Puis on a créé tout un champ lexical autour de la bûche. Donc on est des bûcheuses, on fait des bûches. Et des bûchettes. Des bûchettes aussi, et on bûche ensemble. Ouais. C'est super. Henri? Les femmes n'aiment pas la présence des hommes à leur côté quand elles débattent des sujets liés à leurs droits. Pourtant, il y a des hommes avec les cœurs des femmes. Alors, pour la personne qui ne voit pas la salle, on a un public essentiellement masculin, donc on n'a aucun problème à débattre de ces questions. Enfin, je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis entourée d'hommes et de femmes dans mon métier et je n'ai pas de problème avec ça. Je ne laisse plus passer un certain nombre de choses que j'aurais laissé passer il y a 15 ans quand on me réexplique qui je suis et ce que je devrais faire. Il y a un moment où je dis, bon, ok, là je sais qui je suis, ce que je veux faire et quels sont mes objectifs. Mais
personnellement, je trouve que la diversité est plus enrichissante. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment aux commentaires et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bah, je pense que, enfin, on n'est pas en train de faire une bataille homme-femme, hein, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on a envie d'être. En fait, ce que je trouve dommage, c'est de se dire en fait, en ne donnant pas la visibilité à une moitié de population, on perd aussi, les hommes perdent aussi en fait aussi un regard différent d'eux en fait. Et je pense qu'en fait les deux regards, les deux perceptions sont intéressantes pour aller plus loin. Et par rapport au débat, enfin les hommes sont bienvenus. C'est vrai que souvent les hommes sont pas intéressés et ou ne s'intéressent pas. Bon, maintenant de plus en plus quand même. Je pense que ça commence à changer aussi dans les débats politiques. Et mais on n'est pas là pour faire la guerre homme-femme. C'est pas du tout en fait. L'objectif, c'est pas parce qu'on parle en fait des femmes dans la BD qu'on est en train de se dire ah on veut prendre la place des hommes. C'est pas ça. C'est on travaille ensemble et il y a autant des artistes hommes que des artistes femmes. Et je pense qu'en fait les deux doivent être visibilisés, valorisés, mis en avant, sponsorisés, encouragés en fait de la même manière. Et c'est ça en fait. Et je pense que c'est pas une bataille. J'allais rajouter quelque chose par rapport aux commentaires. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas avoir les hommes lorsqu'on a des débats comme ça, mais c'est tellement rare. Même historiquement, c'est tellement rare de voir des femmes se mettre ensemble pour parler des problématiques qu'on a et de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait les résoudre, que quand on a l'opportunité en fait de le faire, on saute dessus et on a juste envie d'être entre nous. C'est rare, c'est vraiment rare. On a juste parfois envie d'être entre nous et d'en parler. Pour moi, c'est la première fois que je me retrouve sur un panel des femmes, même en fait dans la BD, hein, c'est vraiment la première fois. Dans les industries, en fait, dans tout ce qui est créatif de manière générale, je trouve très très peu d'initiatives de communautés de femmes entre elles, et ça donne juste envie parfois de sauter sur l'occasion. Alors bien évidemment, après avoir parlé entre nous, on a vraiment, oui, on aimerait avoir votre point de vue, etc. Et le débat, en fait, la discussion est ouverte à tout le monde. Hein, il y a vraiment pas de souci. Et je pense effectivement que la diversité est très, très, très importante. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que aussi en tant que femme, on a peu l'occasion en fait aussi de se réunir entre nous. C'est vrai que si on regarde un petit peu comment on grandit entre garçons et filles, les garçons ils ont pas mal d'opportunités. Ils font du foot, ils ont leur club, ils sont que entre garçons. Les filles, elles ont pas ça en fait. Souvent, quand on les inscrit à des sports, où c'est souvent de la danse classique et c'est souvent en fait des activités solo. Donc il n'y a pas en fait au sein de la ouais, non, mais c'est vrai. Non, je sais pas, pour nous, non. Ah ouais, bah, On ça, a, je parle, on a, je on a parle une grande de... communauté. Ok, bah, je parle en fait de la Suisse. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en Suisse, du coup, ou peut-être en Europe, ouais, enfin bon, en tout cas de la Il Suisse. y a les mouvements scouts qui sont Oui, ouais. pas mixtes, mais à Mais part ça. quand même, il y a souvent plutôt ce côté-là de se dire, bah voilà, les garçons, on les inscrit à des clubs de sport, ils travaillent, ils font du sport en équipe, et les filles font plus des activités solo, de danse. Et du coup, il y a moins aussi cet esprit en fait d'équipe qui arrive. Et puis c'est vrai que qu'on se rend compte que ces moments en fait où on se réunit, où on se socialise en équipe, c'est aussi très important aussi pour la suite, parce qu'en fait les garçons peuvent se réseauter, ça crée des réseaux, et du coup ils se donnent des plans aussi pour le travail, et du coup les femmes vont être un peu isolées en fait. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ces moments de En tout cas, dans ma culture, on a très peu d'activités solo quand on est enfant. C'est généralement c'est trop social. énormément social. On a que, sincèrement, je ne connais aucun jeu qui se joue seul. C'est aucune activité qui se fait seule, en tout cas dans ma culture. Maintenant, c'est vrai que les sujets de discussion, c'est généralement mariage, etc. Donc, mais oui, et c'est vrai que peut-être que dans les communautés de femmes, on n'a pas forcément, on n'a pas, sincèrement, on n'a pas forcément cette vision-là de réseau pour un peu se tirer vers le haut. Pas tout le temps, ça se sent pas, alors que généralement,
Bon, moi, j'étais vraiment un garçon manqué, donc je faisais même pas les jeux de filles, j'allais jouer avec les garçons, j'allais jouer au foot. Et donc, les discussions qu'il y Tu avait... n'étais pas un garçon manqué, tu étais une fille particulièrement réussie, en fait. Oh, Mais j'adore. Oui, j'étais ce que la société oui, appelait un garçon d'accord. manqué. Donc, en fait, je passais le plus de mon temps avec les garçons. Et même les sujets de discussion, en fait, étaient tout à fait différents que quand on était entre filles. Mais ça, je pense que c'est une question de culture, d'éducation. Et comme je pense que tu l'as dit tout à l'heure, ça change. C'est un changement. Et je suis assez optimiste pour les générations futures, en fait, des femmes qui vont trouver, en fait, des modèles, en fait, différents de ce que nous, vous aviez il y a longtemps, quoi. Mais c'est vrai, quand tu parlais des réseaux, moi je me souviens, quand j'étais plus petite, mon père était inscrit à une série de clubs d'hommes où ils se retrouvaient une fois par mois pour avoir des colloques, et c'était leur moment, comme si la famille c'était trop pénible et qu'il fallait se retrouver entre hommes pour... et en fait, bah non, les femmes que je fréquentais, bah, on n'avait pas ça, il n'y avait pas ça, et enfin, je n'en connais toujours pas en fait, ou alors il faut s'inscrire au cours de couture, quoi. Mais ou sinon, c'est un petit peu difficile d'avoir ce genre d'émulation féminine qui vont porter justement, qui vont trouver des solutions, des trucs et astuces bah, qu'on ne connaît pas les uns les autres. Mais c'est valable pour tout, c'est pas que valable pour les femmes en fait, c'est valable aussi bah, pour les dessinateurs, pour les scénaristes, pour les éditeurs, je pense. Donc voilà, mais c'est une problématique parce qu'il n'y en a pas assez, parce que bah, aujourd'hui c'est le sujet de la table ronde. Et alors je vais aussi rebondir sur le commentaire qui avait été fait en ligne en disant mais il y a eu tellement de panels qui étaient 100% masculins dans toute l'histoire de la bande dessinée qu'il ne faut pas que ça fasse peur que de temps en temps il y ait des panels 100% féminins et que c'est pas contre les hommes qu'on fait ça évidemment, que c'est pour les femmes plutôt. Et je peux juste ajouter, parce qu'on parlait avant du syndrome de l'imposteur, et justement le fait qu'on ait de plus en plus de femmes, par exemple dans les représentativités de festivals ou des choses comme ça, des fois on nous engage pour des mandats parce qu'on est des femmes. Et ça, c'est encore pire. Par exemple, il y a un scénariste de BD pornographique qui n'arrête pas de demander si tel et tel veulent illustrer sa BD parce que c'est de l'érotisme, mais dessiné par des femmes. Et du coup, en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on veut, quoi. Et Mais ça, on a le droit de dire non. voilà, on a le droit de dire non, mais en fait, le fait que des fois, on nous dit, je crois qu'il y a le même problème en musique classique d'engager plus de femmes, d'avoir des quotas. Ça accentue notre syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, on est là, oh non, on est là juste pour les quotas ou les choses comme ça. Et effectivement, je pense effectivement que c'est dommage parce que ça devient vraiment même une politique pour les entreprises en fait de se positionner sur le secteur des femmes parce que c'est à la mode, parce que il faut justement remplir des quotas. Je pense qu'il faut aussi, en tout cas de la part des hommes, hein, être honnête et voilà, tu travailles avec une femme parce qu'elle a la compétence, pas parce que il y a un quota à remplir, parce que j'essaie de remplir des ODD spécifiques, voilà. Et je pense qu'il faut cette humilité-là et cette honnêteté de la part de nos homologues masculins de reconnaître simplement le talent et la compétence de telle ou telle femme et de se dire que oui, ce serait bien de travailler avec cette personne parce que justement, je vais avoir des résultats, parce qu'il y a des choses que j'ai envie des résultats que j'ai envie d'obtenir et que cette personne a les compétences et le talent pour ça, en fait. Je pense que c'est très important de rester sur les critères du pourquoi on a besoin, enfin, besoin de quelqu'un. Alors, c'est pas très élégant comme formulation, mais en tout cas, dans la gestion des ressources humaines, mais la même chose dans le choix d'un ou d'une dessinatrice pour un ou une scénariste. C'est de faire les bons choix sur les compétences, sur
oui, voilà, je ne sais pas le dire mieux que parler de compétences, et qu'en fait, ce n'est pas notre genre qui porte nos compétences, que c'est des personnes, et que le genre ne devrait pas être un critère. Est-ce qu'on passerait à une petite session de questions-réponses ou de questions sans réponse? Ou d'interaction. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui auraient, ou peut-être pas des questions, mais des commentaires ou des choses à ajouter, ce qu'on n'aurait pas pensé à évoquer? Il y aura encore moins de monde. Ah, Donc le micro va arriver. Et est-ce qu'on, vu que les personnes qui sont dans la vidéo ne vous voient pas, vous pouvez vous présenter avant de poser la question, comme ça, ou pas, hein, mais... Oui, je m'appelle Hilaire Mbiye. Bonjour. Bonjour, je viens de la République démocratique du Congo, en face. Alors, j'ai bien suivi votre panel. Je suis très intéressé et on en a l'habitude. Mais nos amis de la Suisse ont parlé de demandes de masculines, adhérer à la biche, tout ça. Bon. Oui, vous avez raison de rester entre vous, mais vous pouvez former tout le monde, mais dire, bon, on vous forme, mais vous n'allez pas adhérer à la biche. On forme des jeunes gens qui s'intéressent, des garçons qui s'intéressent aussi au langage de la bande dessinée. Vous pouvez les former, vous dites, mais on vous forme, mais vous ne serez plus, et vous n'allez pas adhérer à notre mouvement. Alors, je voudrais poser la question à l'autrice de la BD suisse. Alors, est-ce que vous avez des personnages féminins? Dans ma BD? Oui. Alors, il y a 2 questions là, non? La première, bon, la première, c'est une suggestion. Former tous, alors, okay. Mais laisser seulement les filles adhérer à la biche. Du coup, je rebondis là-dessus. Sur la première question, oui. Comme notre collectif, en fait, c'est tout bénévole qu'on fait. Et on ne forme pas vraiment des gens, en fait. On prend des gens qui ont déjà été formés pour les mettre en avant. Et du coup, bon, c'est des filles, du coup, qu'on met en avant. Et en fait, comme on est bénévole et qu'on est très peu à gérer un gros collectif, oui. Je ne pense pas qu'on a le temps de former plus des choses. Après, pourquoi pas, une fois, faire un numéro en collaboration avec un collectif masculin. D'accord. Ça pourrait être hyper bien. Ouais. Surtout le 8 mars. Et pour la deuxième question, moi, je fais de la BD reportage. Donc, j'ai des femmes. Je me mets des fois moi-même. Donc, voilà. D'accord. Bon, une autre petite question. C'est quand vous parlez de madame, la directrice du Centre belge de la bande dessinée, a fait allusion à la participation des femmes à la politique. Et comme obstacle, c'est votre statut de mère, d'épouse, etc. Parce que là où les hommes ont la liberté, je reprends ces mots, ont la liberté de terminer la réunion, et la mère est obligée d'aller chercher son enfant à l'école. Mais la question que je voulais poser, mais il y a eu quand même des braves dames dans la politique belge, comme madame... la sociale chrétienne, c'est qui encore, madame Il y en a eu plusieurs, mais il y a eu Anne Collins, il y a eu... Celle de mon époque, quand j'étais en Belgique, à Louvain. Je ne sais pas. Hein. Voilà. Et puis, il y a eu Simone Veil en France. Elle a dit, bon, il y a des braves dames qui ont fait de la politique. Bon, est-ce qu'il ne faut pas, il y a Christelle qui a fait allusion à ça, faire tout ce qu'on peut faire librement. Je dis, bon, à un certain âge, je m'engage pour défendre les intérêts de ma nation, de ma province, de ma commune, etc. Mais je pense que je pense que je me suis mal exprimée. J'ai pris l'exemple de la politique, mais c'était un exemple parmi d'autres. Ce que je voulais dire, c'était pas du tout la gamine, etc. Ça, c'était sur la réunion, sur une autre réunion. Mais c'est plutôt que personnellement,
ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, plusieurs fois, on m'a déjà fait des appels du pied, et parce que je sais qu'il y a ces problèmes de quotas, mais je ne suis pas intéressée par ça et je ne vais pas répondre à l'appel parce qu'il y a une problématique de quotas, parce que ça intéresse des gens. Et simplement, enfin, c'est une ambition que je n'ai pas. Et je n'ai pas une confiance excessive en les personnes qui font de la politique. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ça va, c'est bon. Mais je pense qu'il y a un combat d'ego qui ne m'intéresse pas. Voilà, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Et je ne sais pas si c'est mon statut de femme qui fait ça ou pas. Et puis l'autre histoire de la Réunion n'avait rien à voir avec la politique, mais c'est plutôt de se dire, bah voilà, quand je termine ma journée de travail, que ce soit à 4 heures ou à 18 heures, ou parfois je rentre à la maison à 23 heures parce que il y a du réseautage que je fais, il y a des réceptions où je vais, mais ça reste du travail, ce n'est pas ma vie privée. Mais j'ai toujours encore une journée qui commence après. Parce que la lessive ne va pas se faire toute seule, parce qu'il va quand même falloir gérer un certain nombre de choses. Et ici, aujourd'hui, je suis en déplacement, je suis pas chez moi, je m'occupe pas de ma fille, mais j'ai dû organiser tout ça avant. Et donc, j'ai dû prévoir toutes les lessives avant, faire les courses avant, envoyer des plannings à 25 personnes pour être sûr que tout soit géré, etc. Donc, un déplacement qui aurait pu se faire de manière très facile si j'avais eu mon épouse à la maison avec les enfants, parce que c'est le cas d'un certain nombre d'hommes, ce n'est pas mon cas. J'ai dû gérer un certain nombre de choses parce que c'est moi qui les gère, parce que je suis la mère et que c'est normal ou pas. Voilà. La charge mentale. La charge mentale. Mais on pourrait peut-être, est-ce que tout le monde dans la salle sait ce que c'est la charge mentale? À quoi on fait référence quand on parle de charge mentale? Expliquez-nous. Alors, que ceux qui savent ce que c'est, lèvent la main, s'il vous plaît. Merci, Henri. Henri, est-ce que tu as la charge mentale? De la régie du Bilili, je crois. Est-ce qu'une de vous peut expliquer ce qu'est la charge mentale? Oui, alors la charge mentale, c'est le fait d'avoir constamment dans la tête toute la logistique, on va dire, familiale, de se dire, comme l'a expliqué Isabelle, de dire, voilà, il faut que je fasse ça, parce que les raisons ont fait que socialement on a été un peu élevé comme ça. C'est pas inné, c'est de se dire, ah oui, les femmes portent ça, c'est leur travail à elles de s'occuper de la sphère familiale ou privée. Et puis les hommes ont moins cette charge mentale parce que ils n'ont pas appris, en fait. Ils n'ont pas. Je pense que ici, est-ce que vos mamans vous ont appris à faire la vaisselle? Est-ce que vous faites la vaisselle chez vous? Est-ce que vous faites le ménage? Voilà, il y en a 2 dans la salle. Non, tandis que les filles, on leur dit, viens, aide-moi à faire la vaisselle, fais le ménage. Donc en fait, c'est aussi des habitudes que les hommes n'ont pas et que nous, on a été obligés, en fait, d'apprendre. Donc, chaque fois, on a une charge, on a ça tout le temps un peu dans la tête, de se dire, voilà, c'est nous qui portons ça. Et c'est vrai que du coup, c'est du travail quand même si c'est pas payé, c'est du travail. Voilà. Il y a aussi tout un débat maintenant ensuite en Suisse de se dire, est-ce qu'on paye les femmes qui restent à la maison? C'est aussi un vrai débat maintenant aussi en Suisse de se dire, en fait, c'est du travail qui est en fait gratuit pour que le conjoint puisse, lui, aller travailler tranquillement, mais la femme ne gagne rien, en fait. Du coup, ça veut dire qu'elle dépend économiquement de son mari ou de son conjoint. Et ça peut poser des soucis aussi, voilà, au moment d'une séparation ou à la retraite. Les femmes n'ont rien et dépendent tout le temps des hommes. Alors maintenant, ça change. Ça a beaucoup évolué où les femmes travaillent et puis elles ont des aides aussi. Voilà, congé maternité. Le congé maternité, c'est arrivé en Suisse en 2000, je crois 2001, 2002, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Non, pas avant, c'est vraiment très, très récent. Donc, ça fait qu'une vingtaine d'années qu'il y a le congé maternité comme on le connaît maintenant.
Et ça a permis aussi aux femmes un peu de dire, bah voilà, je peux quand même continuer à travailler et de pas toujours dépendre financièrement de mon mari. Donc, je suis allée un peu au-delà de l'explication de la charge mentale, mais. Ok, excusez-moi. Avant qu'on continue, je voudrais apporter une petite contribution, déjà qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Je crois que c'est aussi une question d'éducation, comme Sabrina l'a dit. Mais je crois qu'avec le temps et le progrès, certains hommes commencent à prendre conscience que la femme n'est pas une esclave, la femme n'est pas celle qui doit tout faire. Ok, mais même les femmes aussi doivent prendre conscience aujourd'hui qu'elles ont le droit de demander à leur conjoint de faire leur job. Ok, parce que je me rappelle à l'époque, quand je changeais les couches du bébé, j'attendais une médaille. Oui, et tu faisais ça pour aider madame. Voilà, j'aidais madame. Mais c'est bien là le problème. Mais aujourd'hui, quand elle me dit merci, je dis non, tu n'as pas à me dire merci, je fais mon job. C'est une question d'éducation, ça a pris du temps. On ne naît pas avec, mais je crois que la génération qui a pris conscience peut éduquer les enfants dans ce sens. Oui, et puis en fait, finalement, il n'y a pas un job qui est ingrat, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment aussi de se responsabiliser et de se dire, en fait, si vous avez quelqu'un qui fait tout, en fait, c'est un esclave. Enfin, dans le sens que moi, j'ai pas envie qu'on vienne nettoyer mes trucs à ma place. Je fais mon propre ménage, mon propre bordel. Et puis, c'est pas aux autres de le faire. Et je pense que c'est aussi une mentalité à avoir de se responsabiliser un peu et que ça soit homme. Oui, la responsabilité de se laver, de se nourrir, d'avoir des vêtements propres est personnelle en fait. Personne n'est responsable de ça pour vous. Alors, ça peut valoir jusqu'à 15 ans à mon avis, mais je pense qu'après, voilà, on est responsable chacun pour soi. Et après, ça peut être un accord dans un couple de dire, ben voilà, tu fais à manger, je fais la vaisselle, mais on n'aide pas la femme. La femme, enfin, voilà. Je ne vais pas le dire mieux. La femme peut aussi aider l'homme. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, il y a une question. Bonjour, je suis Santa Kakese, autrice congolaise, précisément de Kinshasa. Oui, je me présente étant victime de la charge mentale. Je suis mariée, artiste mariée, et je suis mariée à un artiste qui est bédiste, caricaturiste aussi, comme moi. Je passe de moments difficiles. Pourquoi? Parce que le monsieur a dit que plus tard, l'homme peut prendre conscience et faire un effort d'aider sa femme. Moi, je dirais que au lieu d'attendre que l'homme prenne confiance, ça sera un peu compliqué parce que tout le monde ne peut pas changer après. Donc, c'est compliqué pour les autres. Et je dirais que notre problème, c'est par rapport à l'éducation. C'est le devoir de nos parents à nous, comme nous sommes déjà des responsables, c'est à nous d'éduquer, quel que soit l'homme et la femme, d'apprendre des histoires qui vont nous aider plus tard. Parce que moi, je me demande, je me pose plusieurs questions. Je me dis pourquoi je souffre. Et je réponds que je souffre parce que mon mari n'était pas préparé dès le bas âge d'entrer dans la cuisine. Parce que chez nous, les Bantous, la cuisine est faite pour la femme. C'est une pièce réservée à la femme. Et l'homme, son coin, c'est le canapé au salon. Du coup, ça complique les choses. Et quand j'ai fait des remarques
ça devient difficile parce qu'on dit que si l'arbre a déjà pris cette forme, et c'est difficile de les remettre en forme, ça peut se casser, donc ça devient très compliqué. Et tellement que je n'ai pas de repos par rapport à mon travail, ça m'a inspiré à un slogan dont je me dis « Kopé Makufa », donc le repos est mort. Je n'ai pas droit au repos parce que je dois m'occuper de tout. Donc, c'est très compliqué pour moi. Je suis de tout cœur avec toi parce que je vois très bien ce que tu veux dire. Le seul conseil que je peux te donner, c'est l'envoyer en stage chez Henri. Sabrina, tu as peut-être une réponse un peu plus constructive? Non, mais en fait, j'ai juste envie de dire que je trouve que, en fait, on a besoin aussi, en fait, d'avoir un regard et un travail aussi féminin sur le monde, en fait, parce que c'est d'autres réalités. Et je trouve, en fait, je trouverais triste, en fait, de passer à côté de potentiels féminins qui ont des choses à raconter, que ça soit dans la BD ou dans d'autres domaines, parce qu'elles n'ont pas le temps, en fait, de se développer comme des fleurs, on va dire. Et je trouve que c'est très triste, en fait. Donc, et c'est une partie, en fait, c'est un regard que du coup, qui va manquer au monde. Donc, il faut aussi, ouais, je sais pas comment dire, partager et puis donner les moyens à ce que chaque personne puisse se développer, en fait, parce que sinon on perd aussi des potentiels dans le monde, enfin, et on a besoin en fait d'artistes comme vous deux, enfin voilà, de toutes ces femmes créatives aussi pour apporter aussi un autre regard sur le monde. Enfin, juste une petite anecdote, en fait. J'ai mon compagnon qui travaille à la télévision, il est caméraman, il a fait récemment, il est parti au Sénégal faire un reportage. Et en fait, ce qui l'a marqué, en fait, de ses 8 jours au Sénégal, c'était de se dire, waouh, en fait, les personnes qui travaillent, les champs, il fait 40 degrés, c'est toutes des femmes, en fait. C'est toutes des femmes qui sont en train de travailler dans les champs, en train de récolter, en train de faire à manger, pour nourrir qui? Ben, pour nourrir vous, en fait, pour nourrir nous. Et du coup, en fait, il était hyper admiratif. Et ce qu'il a ramené, en fait, du Sénégal, c'était voilà, des portraits de femmes, enfin un artiste qui faisait des portraits, et c'était vraiment que des représentations de femmes. Il m'a dit, en fait, j'avais envie de ramener ça parce que moi, ça m'a marqué de dire, en fait, celles qui bossent les champs dans les conditions difficiles, ben, en fait, c'est les femmes, et on a besoin, en fait, on travaille comme vous, et il faut valoriser aussi cette réalité-là, en fait. Mais ce que j'ai envie de rajouter à tout ça, c'est si tu peux t'entourer d'autres artistes, d'autres femmes, et pour pouvoir échanger à ce sujet-là, mais pas laisser tomber à cause de toute cette charge et de tout ce boulot. Et même si tu fais une BD en 3 ans à la place de la faire en 1 an, voilà, mais continue, quoi. Continue parce que c'est toi. Parce que tu es plus qu'une maman, une femme, une épouse, une cuisinière, et on est toutes beaucoup plus que ça. Et c'est important qu'on en soit consciente, et c'est important que les gens qui nous entourent en soient conscients. Je ne suis pas que la maman de Lou. Bon, actuellement célibataire, mais quand j'étais en couple, je n'étais pas que la compagne de X ou Y. On est beaucoup plus que ça, et c'est très important. Et bon, on en parle, on vient d'une société qui est plutôt, le chemin est encore long, mais on a déjà fait beaucoup de chemin. Mais il y a 20 ans, mes meilleurs amis, à un moment, me présentaient en disant « Mais oui, mais tu sais, c'est la compagne de… » J'étais là, mais non, oui, je suis la compagne de, mais ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas la personne que je suis. Et je pense que c'est ça qu'on doit porter au-delà de tout le reste. On ne se définit pas par nos rôles de mère, d'épouse, de ménagère, de très bonne cuisinière, c'est pas ça. Et donc, tu es une artiste et c'est ça que tu dois porter, en fait. Et vous aussi, je pense que c'est vraiment important de se définir, pas par rapport à ce que la société nous impose, finalement. Voilà, je pense que moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Excusez, sur le point où vous dites que je me présente d'abord, je suis Sergi Excellent. Je veux venir sur le point où vous dites que la société est faite pour les hommes.
est faite par les hommes. Par les hommes, pour les hommes, c'est ça, non? Mon problème est de savoir comment faire pour que les jeunes filles, dès leur enfance, qu'ils puissent aussi adhérer à ces activités-là. Parce que aujourd'hui, on a ouvert ces portes aux femmes, mais on voit peu de femmes aller là-bas. Moi, j'ai été au lycée technique industriel et c'est vrai qu'elle est ouverte à tout le monde, mais il y a toujours peu de femmes. Donc, des fois, les femmes se disent que c'est pas chez nous ici. Oui. Alors, il y a vraiment un gros problème, je dirais, d'éducation. Aujourd'hui, on peut avoir dit oui, c'est ouvert, la technique, c'est ouvert. OK. Les métiers techniques, c'est ouvert, les métiers artistiques sont ouverts, etc. Mais nous, les femmes, on grandit pas avec ça. En fait, c'est vraiment un gros problème culturel. En grandissant, par exemple, dans ma culture, on va te dire, OK, si tu es une femme, tu peux pas vraiment aller faire maths physique, tu vois. Va plutôt vers littéraire, c'est facile. Va vers commercial, c'est facile. Tu peux faire le droit, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Il y a un gros travail de mentalité qui doit se faire vraiment à une échelle générale. C'est bien de dire, OK, oui, il y a un fonds qui est peut-être ouvert pour que les femmes deviennent ingénieurs, etc. Mais si dans nos environnements de tous les jours, on n'arrête pas de rappeler aux femmes que voilà, c'est pas fait pour toi, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses des enfants, etc., ça va pas forcément motiver. Et je trouve que les femmes comme vous, en fait, qui sont encore, parce que moi je parle de ma culture, hein, on est encore dans une culture où on n'encourage pas forcément les femmes à des métiers créatifs, à des métiers techniques. Pour moi, c'est forcément des rebelles, en fait, qui se disent que, OK, moi j'aime ça, je vais aller le faire quand même. Et qui sont, en fait, qui se battent contre vents et marées, et c'est généralement contre leur propre famille, en fait. Et c'est bien d'ouvrir ce genre d'activité aux femmes, mais c'est encore mieux de changer les mentalités collectives de manière à ce qu'en fait, ce soit dans les milieux familiaux, en fait, qu'on commence à dire à la jeune fille, oui, si tu as envie de faire mécanique, tu peux le faire, en fait. C'est le milieu familial et c'est aussi, et c'est là que j'ai envie de féliciter le travail de la bande dessinée aussi, du dessin animé, du film, etc. Mais c'est là-dedans aussi où les femmes ont besoin de plus de modèles, de plus de références qui disent OK, c'est possible en fait. Tu as le droit de devenir superwoman si tu as envie. Tu n'es pas obligé de te déguiser en Superman. Et tout ça, et ça a l'air anodin. Mais en fait, non, ça ne l'est pas tellement que ça. Mais alors, c'est les super-héros, mais ça peut être... j'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut être des dessins animés où c'est une petite fille qui fait l'histoire, en fait. Ou, parlons, vous connaissez Boule et Bill? Grande référence. On voit la maman en permanence dans la cuisine. Le modèle familial, c'est papa est dans le divan, maman est dans la cuisine et le garçon joue avec ses copains dehors. Il y a une fille, c'est une peste, je pense, si je me souviens bien, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, cette bande dessinée-là poserait problème. Mais c'était un modèle, c'est un cliché, tu vois? Non, c'est un témoignage d'une époque et je pense que ça a vraiment le mérite d'exister parce que c'était comme ça à l'époque où c'est sorti. Mais aujourd'hui, une bande dessinée sortirait comme ça, on verrait le seul rôle féminin dans la cuisine et l'autre rôle féminin, c'est une peste. Ça ne passerait pas, la critique, ça ne passerait pas parce que c'est vraiment problématique, parce que les filles doivent pouvoir avoir des modèles pour se projeter, pour s'imaginer ailleurs. Et les petits garçons, ils en ont plein, ils n'ont pas de limite. Ils savent, dès qu'ils sont petits, qu'ils peuvent devenir Batman, qu'ils peuvent devenir des super-héros, que l'histoire va tourner autour d'eux. J'ai juste une question, parce que vous êtes tous de la BD. Ouais, non? Peut-être que par rapport à ta question, ça serait aussi pour ceux qui dessinent, ceux qui écrivent, qui sont dans la salle, c'est de vous dire, quand vous faites une représentation féminine, comment vous la représentez? Et déjà là, en fait, aussi, c'est un changement à faire. Comment vous allez la représenter physiquement? Souvent, elle est très sexualisée.
Quel rôle vous allez lui donner? Est-ce que c'est un premier rôle? Est-ce que c'est un second rôle? Est-ce qu'elle est toujours accompagnée d'un homme? Ça, c'est aussi des choses à vous questionner par rapport à ça aussi. Comment vous voyez la femme et comment vous allez la représenter? Et c'est peut-être aussi ce changement à faire dans vos histoires. Et c'est ce type de changement qui fait qu'après, les gens ont d'autres modèles aussi dans la tête, en fait. Et qui pousseront les filles à faire plus de bandes dessinées. Donc, vous avez aussi une responsabilité par rapport à ça. Et quand vous serez papa, ou si vous êtes papa, c'est votre responsabilité aussi de dire à vos filles, il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance, j'ai grandi avec 2 sœurs et un papa qui ne m'a jamais mis, enfin, et une maman hein, qui était là aussi, mais un papa qui ne m'a jamais mis de limite. Et du coup, ça ne m'a jamais traversé l'esprit que je pouvais avoir des frontières à traverser pour pouvoir faire ce que j'ai, enfin, ma carrière, quoi. Et c'est plutôt confortable. Et toutes ces limites auxquelles les femmes sont confrontées, je le réalise maintenant en parlant avec d'autres femmes, en ouvrant les yeux. Et puis, je suis arrivée à mon plafond de verre aussi. Je me rends compte que je suis à un endroit, enfin, ma carrière, où je suis bien là où je suis, mais quand même, les hommes veulent contrôler ce que je fais. Parce que j'ai un poste à responsabilité, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a du personnel, parce que on me fait confiance, mais ce serait quand même bien que je fasse plus de reporting pour être sûre, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, je sais que non, le ciel n'est pas juste bleu au-dessus de ma tête et que c'est hélas parce que je suis une femme. Donc voilà. Je voulais juste rajouter, en fait, que vous soyez BDiste ou que vous travaillez dans l'animation, vous avez un rôle très, très important, en fait, dans les sociétés, peu importe où vous vous trouvez, parce que vous avez la possibilité de forger des modèles. Vous avez la possibilité, en fait, de forger l'imaginaire qui va permettre, en fait, aux enfants, filles comme garçons, de s'identifier. Et c'est pas juste faire beau, c'est pas juste divertir. Vous êtes réellement des influenceurs en fait dans les sociétés dans lesquelles vous vous retrouvez. Et c'est à vous de vous dire en fait, comme elle a dit, vous avez vraiment un rôle à jouer. Et surtout que la BD bon, la plupart du temps, ça s'adresse à des jeunes gens. Et c'est généralement à ces âges-là que l'imaginaire est formé, la personnalité est formée. Et c'est à vous, hein, filles comme garçons, en fait, de vous dire, OK, comment est-ce que vous imaginez la société? Et c'est à vous de transmettre ça, en fait, à votre audience. Et c'est grâce à vous, en fait, que demain, on pourrait avoir un monde meilleur, quoi. Henri, c'est fini? Bah, merci à tous d'être Merci à passés. tous. Merci. Et si vous voulez, on est encore là pendant quelques jours, donc n'hésitez pas à venir nous en parler si jamais on peut vous éclairer ou si vous voulez nous éclairer. Et une très belle journée à tout le monde.